18h40 de retour sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Béatrice Brugère nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes magistrate, bonsoir. Auteur de ce livre Justice, la colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire. On va en parler dans un instant, à la lumière de ce qui s'est passé à Marseille, de cette grande opération contre le narcobanditisme. XXL, place nette XXL, a dit le président Macron. J'aimerais juste faire écouter à notre ami Jean-Christophe Covy, qui est policier, ce qu'a dit le député de la France Insoumise, qui s'appelle Sébastien Delogu, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, mais qui parlait cette fois-ci de ce qui s'est passé à Aubervilliers, puisqu'un jeune est mort dans un refus d'obtempérer la semaine dernière, que d'autres jeunes en ont profité pour attaquer un commissariat à la Courneuve. Et il s'est lancé dans un plaidoyer pour ces personnes qui ont perdu la vie dans ces refus d'obtempérer. Écoutez. La peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays ? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitimité, de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers ? Près d'un an après le meurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers, que reste-t-il ? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés. Et son bourreau, lui, a empoché plus d'1 million d'euros et a été traité comme un héros par toutes et celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Hier, lorsque j'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifier sans aucune compassion le meurtre de Wanis, j'ai pensé à ce que disait Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Les paroles du préfet de Paris jettent de l'huile sur le feu quand il faudrait l'éteindre. Elles peuvent être assimilées à une incitation à la violence et en l'espèce à une apologie de la peine de mort. Jean-Christophe Covy, quand vous entendez ce député parler de peine de mort pour les refus d'obtempérer, ça vous fait bondir ? Bien sûr que ça nous fait bondir. Encore une fois, il y a le procureur de la République qui a fait un communiqué. Il y a une enquête en cours. Dans le procureur, il dit bien que c'est accidentel. On le voit sur la vidéo. Oui, il parle de meurtre. Hein. Oui, il parle de meurtre, mais bien sûr, parce qu'en fait, quand on n'a pas d'argument, on s'allie. Voilà, ça, c'est leur façon de faire. On est habitué, malheureusement. Et en fait, ils fracturent encore plus la société. Et nous, ce qui s'est passé tout à l'heure, on l'a vu avec le président de la République, où il se fait apostropher par des jeunes, par des gens qui ne mettent pas à sa place de président. Nous, on le vit tous les jours sur le terrain. On se fait insulter, cracher dessus, provoquer. Et en fait, il faut qu'on fasse avec ça. Et dès qu'on essaie de faire appliquer la loi, forcément, en face de nous, on a un refus. Parce qu'il y a des gens qui vivent au-delà de la loi, dans leur loi à eux, et ils sont en plus instrumentalisés par ces LFI qui disent n'importe quoi et qui salissent encore une fois les policiers. Et je veux juste le rappeler à ce monsieur, c'est que dans la police, il y a des, entre guillemets, racisés, et qui le vivent très très mal, et même beaucoup plus que dans les réunions de LFI. Ouais. Voilà, qu'ils aillent dans les commissariats, ils verront. Béatrice Brugère, quand on entend ça, parler de meurtre, alors que le procureur a dit que c'était un accident, on bafoue aussi le travail de la justice, pas seulement celui des policiers, où on dit qu'ils appliquent la peine de mort. Oui, mais là, on voit bien qu'on est dans ce que dit très bien, on est dans une instrumentalisation, on est dans de la pure politique, en réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se joue dans ces discours qu'on dit, c'est de la pure politique, c'est des débats, c'est la crise de l'autorité qui se joue. Parce qu'en fait, c'est le discrédit de la parole. Et le discrédit de la parole, c'est la première atteinte à l'autorité. Et là, on va même plus loin, c'est même pas le discrédit de la parole, c'est l'inversion de la vérité qui se joue à chaque fois qu'on a ces prises de position. Donc en fait, on répond à quelque chose qui n'existe pas. Et là, on voit qu'on crée un débat artificiel. Pourquoi ? Pour ne pas parler de la réalité. Or, la réalité, il faut l'affronter telle qu'elle. En effet, et c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui derrière le drame absolu ? C'est une augmentation des refus d'obtempérer et une quasi-incapacité ou impossibilité maintenant des forces de l'ordre de ne pas prendre un risque quand ils veulent simplement faire respecter, l'ordre public, la loi. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors évidemment, cette mort est absolument épouvantable. Personne d'ailleurs ne le conteste en réalité. Donc en fait, on crée un faux débat. Et là, on attaque de plein fouet l'autorité. Parce que c'est l'autorité de la police, c'est l'autorité de la justice, c'est l'autorité du politique, c'est l'autorité de la parole. Sabrina, rapidement sur ce qu'on vient d'entendre. Madame la magistrate a tout à fait raison. Un des vrais paradigmes inquiétants et dangereux dans notre société, c'est évidemment la fin de l'autorité et aujourd'hui une inversion de valeurs, c'est-à-dire qu'on est passé du monopole de la violence légitime, théorisé par Max Weber,
au monopole de la délinquance légitime qui est largement instrumentalisée et relayée par des partis politiques comme LFI. Donc je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire et malheureusement, il faudra des années pour que ça change. Rachel, des mesures politiques efficaces. Oui, effectivement, cette relation au réel des représentants de la France insoumise fait froid dans le dos. Et effectivement, sur la question de la parole, souvent on dit les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais c'est justement précisément parce que les paroles s'envolent qu'elles imbibent notre société et qu'elles ont ce pouvoir-là, notamment sur nos plus jeunes. Et alors, de grâce, n'employons plus le mot racisé. Très personnellement, je ne me ferai raciser par personne. Ces personnes-là ont le... C'est un de vos livres d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Et ces personnes-là ont le sentiment que, au regard de votre religion ou de votre couleur de peau, vous leur appartenez. Oui. Et donc, ils jouent avec... Mais nous sommes citoyens, libres et égaux en droit, et personne ne nous appartient. Vous avez tellement raison. Béatrice Brugère, on a suivi sur CNews et sur Europe 1 la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, où il était question de lutte contre le narco-banditisme. Les magistrats de la ville, hein, il y a 15 jours, vous étiez venus aussi nous voir. Ouais. On dit la guerre est quasiment perdue contre les narcotrafiquants. Aujourd'hui, le constat n'est plus le même. Le président était allé sur place, il a annoncé de nouveaux moyens. On peut dire que tout a changé ou pas du tout, ou rien n'a changé? Ces phrases, il faut les recontextualiser. D'abord pour rendre honneur et justice à ces magistrats, parce qu'ils ont été courageux d'une certaine façon, mais ils étaient dans une commission d'enquête. Une commission d'enquête. Ils ont dit la vérité. C'est un exercice. Ils n'ont pas d'autre choix que de dire la vérité. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent rarement. On entend rarement. On dit la vérité. Les magistrats. Nous, on l'a dit beaucoup. Parce qu'ils sont soumis à un devoir de réserve, etc. Donc là, c'était quand même un exercice très particulier. Du coup, cette parole a pris, j'allais dire, une ampleur peut-être disproportionnée par rapport aussi à la réalité. Il faut quand même la relativiser. Mais elle est très importante parce que ce qu'elle dit, c'est que aujourd'hui, on est sur un point de rupture, c'est ça. C'est pas que la guerre est perdue, c'est une expression peut-être un peu facile, mais c'est-à-dire qu'on est sur un point de rupture qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré, parce qu'il faut quand même le dire, une augmentation des moyens, une volonté politique, en tout cas affichée, on va dire, de lutter contre la délinquance, on s'aperçoit que la course de vitesse, elle n'est pas à notre avantage. Et la lutte, c'est un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas à notre avantage. Pourquoi? Pour plein de raisons. On peut nous donner de l'argent, on peut nous donner plein de choses. Mais si derrière, vous avez une complexité de la procédure qui vous embolise, si vous avez des stratégies sur lesquelles les magistrats ne peuvent pas faire face parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils ne sont pas organisés, parce que l'organisation du travail, on n'en parle jamais, mais en réalité, dans la lutte, elle est capitale. Or, moi, ce que je vois, c'est que finalement, on n'a pas fait notre révolution de ce côté-là, on n'a pas tiré les leçons, et il y a un choc aussi que l'on n'a pas fait, qui est celui d'une réflexion de fond sur la sanction de ces personnes-là, que ce soit les petits délinquants ou les gros délinquants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que deux choses. C'est que, on s'attaque plutôt au milieu. Les petits, on n'a pas le temps, on les laisse un peu de côté. Eux prospèrent. Et les gros, on les a très, très rarement. Donc, on voit bien que ce n'est pas si simple. Et ce que fait aujourd'hui le politique, c'est qu'il nous montre ce qui est visible. Or, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement ce qui est visible, c'est ce qu'on ne voit pas. Et dernièrement, si j'ai 2 secondes, l'enjeu aujourd'hui sur le trafic du stupéfiant, justement, c'est le numérique. C'est-à-dire que sur ces places qui sont visibles, places nettes, moi je suis tout à fait pour, personne ne peut être contre, d'ailleurs ça serait complètement idiot. En réalité, c'est qu'on déplace le problème, et le problème, il se fait sur le darknet, sur le numérique. C'est-à-dire qu'à la rigueur, ce qu'on voit, c'est des choses un peu à l'ancienne. Les enjeux, ils sont déjà bien plus loin, et là, est-ce qu'on est au rendez-vous? Je ne sais pas. Alors, Louis Dragnel, il y a une question sur les prisons. Alors justement, une question là pour le coup très concrète et très basique sur les prisons, parce qu'en fait, Emmanuel Macron et tous ceux qui étaient présents au déplacement à Marseille ont beaucoup parlé de l'injection de moyens, de l'opération en elle-même, mais il y a toujours une question qui est très politique et sur laquelle on se heurte, c'est la construction de nouvelles places de prison. C'était un engagement d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Il s'était engagé à construire 15 000 places de prison supplémentaires. On en a seulement 2 771 de plus à date, alors que c'est une promesse qui a plus de 5 ans maintenant. Et on voit les chiffres de la population carcérale. On est à 76 000 détenus pour un stock réel de places autour de 60 000. Est-ce qu'il y a assez de places de prison? Non. Alors, pardon, et la question que je voulais vous poser, excusez-moi. Mais posez la question. Et la question que je voulais vous poser, c'est on a toujours beaucoup de mal à comprendre qui est le responsable de la non-construction des places de prison. Est-ce que ce sont les maires qui refusent? Est-ce que c'est par absence de volonté politique? Est-ce qu'il y a une autre raison qui explique le fait qu'on traîne autant?
Béatrice Brugère. J'aimerais vous dire les deux, mon capitaine, voire les trois. En fait, c'est multifactoriel, mais en réalité, à un moment donné, c'est quand même le politique qui impulse. Si on veut faire, on doit pouvoir faire. Ou alors, ça veut dire que la politique est quelque chose, d'artificiel. C'est-à-dire que si on n'a plus le pouvoir de faire, à ce moment-là, on est dans la communication pure. C'est peut-être le cas, j'en sais rien, mais je ne crois pas, j'espère pas. Mais sur les prisons, en fait, qui est la fin de l'histoire, si on veut lutter contre les stupéfiants, ce que nous, on nous montre, c'est toujours une séquence. Une séquence d'ailleurs très visible, très facile, très médiatique. En fait, il faut penser toute la chaîne. Et j'en profite puisqu'il y a un policier sur ce plateau, il le sait très bien. C'est qu'en réalité, ça ne sert à rien de mettre plein feu sur la police si la justice ne suit pas. Ça ne sert à rien non plus si, à la fin de l'histoire, on ne peut pas condamner ou si ceux qui sont condamnés continuent leur trafic en prison, etc., etc. Donc, tant qu'on n'a pas une vision macro avec un vrai choc et une vraie révolution de logiciels, et ce n'est pas un problème de moyens. Les moyens, ils sont nécessaires. Ils sont subsidiaires si on veut avoir une pensée stratégique. Or, on a face à nous des gens qui ont une vraie stratégie. Jean-Christophe Couvi, Oui, est-ce que les policiers ne sont pas frustrés quand vous êtes face à des magistrats? On vous entend beaucoup dire, Rodi Mana, qui est du porte-parole d'Alliance, dit on est frustré parce que les trafiquants, ils sont relâchés tout de suite, en fait. Ou quasiment tout de suite. Alors, bien sûr qu'il y a une espèce de frustration, parce que quand vous faites le boulot de policier, vous vous engagez tous les jours pour faire justement des places nettes. Alors, des fois, c'est XXS, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et des fois, on voit que c'est l'inflation, c'est XXL. Dans acte, il faut qu'on essaye tout ce qu'on n'a pas essayé. Après, la difficulté, effectivement, c'est que quand le lendemain ou le surlendemain, on revoit la personne qui est dehors, qui va peut-être passer en jugement beaucoup plus tard, mais pas dans l'immédiat, et qui nous fait des pieds de nez, qui vient nous tenser, effectivement, c'est frustrant. Alors après, les magistrats, on les connaît, on travaille avec eux, on n'est pas les ennemis des magistrats, contrairement à ce que certains veulent essayer d'insinuer. Nous, on travaille avec eux, et on a le même combat, en fait, quelque part. On est au service de nos citoyens, de nos concitoyens. Et le taux d'incarcération, par exemple, en France, c'est dans la moyenne européenne. Mais c'est la surpopulation, effectivement, qui est supérieure à ce qu'on peut avoir en moyenne en Europe. Et en fait, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que la punition, il faut déjà avoir la certitude de la punition. Et surtout, c'est que ça arrive beaucoup plus tôt dans le cursus délinquant. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir quelqu'un qui a 10, 15, 20 affaires pour pouvoir le sanctionner plus durement. Et là, on a des peines de prison. C'est ça? Non, mais c'est parce que alors des fois, moi je le dis aussi, les magistrats, ce sont pas des assistants sociaux. Voilà, ce sont pas des travailleurs sociaux. Pourtant, il doit y avoir quand même, effectivement, écouter, notamment pour les mineurs, une certaine chercher. idée. Mais en même temps, ils sont là pour trancher un conflit social dans la société. Bien sûr. Et il faut aussi qu'ils aient ça. Ils rétablissent l'autorité. Bien sûr. En fait, juste pour répondre, et je suis tout à fait d'accord, mais pour faire simple, en fait, on incarcère trop tard, donc parfois souvent trop longtemps, à contresens, et finalement, on s'aperçoit que on n'est pas efficace. Donc c'est là où il faut s'interroger. Il faut arrêter de faire de la politique. Il faut arrêter de mettre les laxistes, les répressifs. La question, c'est de faire un peu comme les anglo-saxons. Regardons les faits, analysons les choses, tirons les bilans, faisons des évaluations de politique publique. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on vit sur une idéologie qui est celle de la défense sociale, qui est anti-prison en France. Donc il faut dépolitiser le débat pour pouvoir être efficace. Vous dites que la justice ne sera pas sauvée à coup d'aide budgétaire dans votre livre. Elle sera sauvée par quoi, la justice? Elle sera sauvée le jour où elle sera à l'heure, dans le bon timing, et qu'elle sera en capacité de se réformer face aux enjeux qui sont les siens. Pour cela, il faut avoir une nouvelle organisation du travail, sans doute changer plein de choses, la dépolitiser, ça c'est sûr, et avoir de la rationalité, de la méthodologie. Le renseignement criminel, par exemple, sur les stupéfiants, est quelque chose d'essentiel. La procédure est devenue quelque chose d'impossible, et il faut réapprendre à savoir punir correctement, sans tomber dans des excès, ni de laxisme, ni de répression. Je crois qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre en réalité. Bien sûr. Louis, une question sur les portables en prison. Vous êtes oui, parce qu'il y a toujours ce chiffre qui saisit beaucoup de Français chaque année. Enfin, en tout cas, l'an dernier, il y a eu 30 000 saisies de téléphones portables en prison. On a évoqué à plusieurs reprises le fait que des dealers pouvaient continuer de contrôler leur réseau depuis leur cellule. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a autant de téléphones portables? Mais on ne devrait même pas pouvoir poser cette question. Mais c'est pour ça que je vous la pose, parce que je n'ai pas la... non, mais la question, quand je dis ça, c'est une façon de vous répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les capacités de brouiller. Sauf que les prisons qui sont construites, souvent, ne sont pas au bon endroit. Et du coup, si vous brouillez aussi les voisins qui ne sont pas spécialement contents. Donc aujourd'hui, on est dans un plan de construction. Il est temps de réfléchir à une stratégie aussi, j'allais dire, pénitentiaire. Pour ces délinquants, il faut avoir des quartiers de sécurité
loin des villes, loin du côté, j'allais dire, pour qu'on puisse brouiller et avoir quelque chose d'efficace. On ne va pas continuer à dire à chaque fois, on ne comprend pas, il y a tant de ça. Oui, agissons. 30 000 téléphones portables, c'est conséquent, effectivement. Sabrina, peut-être une question à Madame la magistrate. Je suis évidemment ravie d'entendre vos propos, Madame la magistrate, parce que évidemment que le problème structurel est un problème très important. Maintenant, moi, je m'interroge sur l'arsenal juridique, c'est-à-dire la loi de 1970, la loi Mazeaud, qui confond malheureusement le consommateur dealer et le trafiquant ou producteur de stupéfiants. Et comment fait-on aujourd'hui pour finalement distinguer le champ de la santé publique qui relève de la désaddiction du consommateur, car ce sont des malades, et la pénalisation des consommateurs dealers ainsi que des trafiquants de stupéfiants. Votre réponse, Béatrice Brugère. Oui, la réponse pourrait être très longue, mais je vais la faire très courte. Je pense que la loi de 70 était une bonne loi, sauf qu'encore une fois, on n'en a pas mis les moyens. La psychiatrie est effondrée, on va dire les choses comme ça. Voilà. L'addictologie, tous les services d'addictologie ne fonctionnent pas. On devrait d'ailleurs, et je continue sur mon idée d'avoir des prisons différenciées, avoir des prisons qui sont des prisons où l'on soigne vraiment. On manque de psychiatres, on manque de tout, et on mélange tout le monde. Alors évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on est vraiment à la fois sur une question de moyens, mais aussi on a une question sur, on paye l'addition de 30 ans de non-investissement sur ces sujets. Et donc là, maintenant, on fait comment ? Eh ben, on retrousse nos manches et on refonde. Mais on fait des médecins, on reforme des médecins, on ouvre des services de psychiatrie. Il faut arrêter de prendre les mêmes personnes qui nous ont mis dans le mur et qui vous proposent toujours les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, c'est qui ces gens-là ? Dites-nous. Non, mais je veux dire, on est dans une économie circulaire, en tout cas c'est ce que je vois dans mon domaine, où en réalité, on parle toujours de la crise des élites. Bah oui, je crois qu'on est dans une forme de crise des élites. Il faut remettre de la compétence, de la transparence, et puis du pragmatisme, et arrêter d'instrumentaliser des sujets aussi importants qui vous touchent tous, qui nous touchent tous, et qui sont majeurs pour l'équilibre d'une démocratie. Béatrice Brugère, Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Tout est dans votre livre. Merci beaucoup d'être venue. Merci.